Alors, nous allons ouvrir cette journée. Philippe et moi allons l'introduire et puis ensuite, nous suivrons le programme affiché à l'écran. Et donc, bienvenue à toutes et à tous. En guise d'introduction, je vais revenir sur la genèse et le contexte de cette journée. Dans le cadre de l'axe 1 du LabCOS, donc le laboratoire d'anthropologie et de psychologie cognitive, clinique et sociale, donc, dans le cadre de l'axe 1 de ce laboratoire, l'axe 1 dont le nouvel intitulé est « Territoire, environnement, approche plurivoque de l'habité », nous avons placé l'habité, le territoire, l'environnement au centre de nos questionnements. Notre axe récemment recomposé réunit des anthropologues, des historiens de l'art, des psychologues cliniciens, une majorité de chercheurs et de chercheuses développant des démarches qualitatives. Notre intention est de construire un lieu où développer nos existences de chercheurs et de chercheuses, nos épistémologies, nos questions, parfois anti-utilitaristes, nos analyses, parfois critiques, nos croisements disciplinaires sur des questions relatives à l'habité, au territoire, en préservant une certaine liberté quant à l'expression de nos divers attachements et points de vue sur la recherche et le métier de chercheur et de chercheuse. Ce qui nous semble crucial par les temps qui courent. Et ce que nous permet la MSH en nous soutenant si efficacement, comme vous pouvez le constater, et la qualité de cet accueil. L'an dernier, nous avons organisé un séminaire, avant tout interne à l'Axe, afin d'identifier des objets qui pourraient nous être transversaux. Et les cabanes et habitations de fortune sont ressortis comme un objet ou des objets rassembleurs, soit parce que nous avions travaillé sur ces objets, soit parce que nous les avions croisés sur nos terrains ou dans nos réflexions cliniques. Par ailleurs, il me semble, mais je ne voudrais pas projeter mes propres fantasmes et je laisse mes collègues réagir à cette idée, il me semble que cette forme, la cabane, l'habitation de fortune, ces abris, ces habitations, nous verrons, évoquent ce que nous tentons de bâtir ici. Cette journée constituant non pas la première pierre de l'édifice, mais la première planche, la première branche, la première bâche, la première tôle. Nous verrons bien ce qu'il en sera. Donc, quelque chose qui ressemble à une cabane au sein de nos institutions. Cette journée, donc, en constitue la première pierre parce que nous avons choisi ce thème pour notre séminaire d'Axe. Donc, le thème de la cabane et de l'habitation de fortune va se poursuivre. Chaque mois, nous aurons un intervenant ou une intervenante qui présentera ses travaux sur le sujet et que nous prévoyons aussi, à l'issue de ce séminaire, une publication dont Philippe vous parlera à la fin après ma présentation. Voilà. Alors, au cours de la journée, comme vous pouvez le constater, vont intervenir des membres de l'Axe, Quentin Maigret, moi-même, Chloé Rosati, Marzetti, Philippe Hameau et Frédéric Vinault, mais aussi deux invités que nous sommes vraiment très heureux d'accueillir et que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Olivier Douville, psychologue clinicien, enseignant-chercheur. Olivier Douville travaille et publie, entre autres, sur des questions relatives à l'habité. Il vient tout juste de diriger avec Frédéric Vinault, notre ami et collègue, un numéro que je vais vous montrer. Donc, un numéro de psychologie clinique, expérience contemporaine de l'habité, tout chaud. Et notre autre invité donc, et premier intervenant de la journée est Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, auteur de nombreux articles et ouvrages incontournables dès lors qu'on s'intéresse à la ville, dont l'espace public Homo Urbanus, mais également des réflexions plus centrées sur l'habité. Je pense par exemple à un ouvrage collectif « Habiter le propre de l'humain », que mes étudiants en anthropologie urbaine et en ethnologie des habitats précaires connaissent bien, j'espère, et plus récemment Demeures terrestres. Thierry Pacaud a également publié des entretiens passionnants et particulièrement précieux pour nos étudiants et pour les chercheurs, mais pour nos étudiants, assez incontournables pour nos étudiants en anthropologie urbaine. Je pense notamment aux entretiens avec Gérard Altab et Colette Pétonnet, qui sont des figures majeures de l'anthropologie urbaine française. Et c'est en évoquant Colette Pétonnet que je terminerai cette introduction. Non seulement parce que c'est à l'occasion de l'hommage qui lui a été rendu au Muséum d'histoire naturelle en 2011 ou 2012 que j'ai eu le plaisir de rencontrer Thierry Pacaud, mais aussi et surtout parce qu'il s'agit d'une figure importante et pionnière de l'anthropologie urbaine. Elle a été cofondatrice
avec Jacques Gurvit en 1982 du premier laboratoire d'anthropologie urbaine en France. Elle est également précurseuse en ce qui concerne l'ethnologie des bidonvilles parisiens, marocains, l'ethnologie des cabanes, des baraques, etc., etc. Et c'est en pensant à elle et dans la lignée de ce qu'elle m'a enseigné que j'aimerais placer cette journée, la première d'une belle série, je l'espère. Élève de Leroi-Gourhan, Colette, dès ses débuts d'anthropologue au cœur des cités de transit, s'est posé la question suivante, et je la cite, c'est Colette qui parle. Comment était-il possible, à cette époque moderne, c'était en 1964-65, puisque j'ai passé ma thèse de troisième cycle en 67, c'est Colette qui parle, c'est pas moi, qu'il y ait cette espèce de reliquat, de substrat, toujours là, en bas, ce fond de panier français qui n'arrivait pas à émerger, qui n'arrivait pas à avoir une vie plus confortable, moins aléatoire, moins dure, moins violente, avec des accidents de travail, des morts subites, avec des disputes continuelles, avec le panier à salade des flics presque journellement, un mode difficile, et j'essayais de comprendre ça. Cet extrait est tiré d'un entretien qu'elle nous avait accordé à l'époque, j'étais étudiante et avec des amis ethnologues en herbe, un peu bricolos. On avait monté une revue qui s'intitulait Terrain vague et Colette avait eu la gentillesse de venir nous voir, c'était en 94, et donc nous avait accordé un entretien qui a été publié sous le titre « Autobiographie ou pas de charge d'une anthropologue urbaine », parce que c'était vraiment comme ça qu'elle fonctionnait. Alors, dans le contexte des années 70, à l'époque donc, où Colette Pétonnet a mené ses travaux, les bidonvilles étaient au cœur de débats politiques, tous portant un regard négatif, tous ces regards politiques portant un regard négatif sur les bidonvilles et ses modes d'établissement. Colette, ethnologue, arpentant ces espaces d'habitation au plus proche du terrain et des enseignements de Leroi-Gourhan, envisageait les bidonvilles parisiens et marocains qu'elle a étudiés comme des moyens d'acculturation douce, à l'équilibre précaire comparativement aux cités de transit qu'elle étudiait aussi et qui rompaient ces équilibres et aux violences de toutes sortes qu'elle observait dans ces cités de transit. Alors, je vais la citer à propos des bidonvillois et de sa démarche, toujours dans le même article. Ils étaient la proie des médias et des journalistes. On racontait des tas de choses. C'était des sous-hommes, des hommes inférieurs. Deux idéologies s'affrontaient. La première, l'État ne doit pas permettre à des gens de vivre dans des logements de classe inférieure, des habitats de fortune en bois bricolés par eux-mêmes. La seconde, puisqu'ils vivent là, c'est qu'ils sont inférieurs. Moi, donc c'est Colette qui parle, je n'avais pas envie de tremper dans cette idéologie. Pour moi, qui avait passé 4 années de mon existence dans le bidonville de Casablanca, immense, ces bidonvilles étaient des quartiers ordinaires, des quartiers précaires, avec des peuplements d'époque, comme peuvent en décrire les historiens. Tous les peuplements se sont faits comme ça, mais cela, les pouvoirs publics l'ignoraient. Je pense que les collègues qui travaillent actuellement sur les camps, le traitement politique des camps de Roms ou de migrants, l'asile et l'hébergement en France pourraient nous confirmer l'actualité de ce constat et l'actualité de cette ignorance. Dans le numéro de Technique et Culture consacré aux habitations temporaires que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec une collègue archéologue, Ingrid Sénépar, et à propos duquel je reviendrai lors de ma communication, j'avais prévu moi aussi de faire de la com et de la mener, mais je l'ai oublié. Colette Pétonnet a écrit un court texte, publié donc en 2011, un court texte d'une acuité remarquable, comme toujours. Colette ne produisait pas de longues théories, mais elle se plaisait à dire qu'elle avait le concept dans le regard. Et c'était tellement vrai. Voici comment elle a conclu son papier, un papier qu'elle avait intitulé « Des cabanes encore et toujours ». Donc là, je cite Colette. La cabane n'est pas une figure anodine, complexe, diversifiée, mouvante, révolutionnaire ou rebelle, secourable. C'est un phénomène social total à dimension universelle qu'il faut continuer d'explorer. Et c'est ce que nous allons faire, des cabanes encore et toujours. Et je vais passer la parole à Philippe Hameau. Oui, je voudrais ajouter une mention particulière à cette rencontre sur les cabanes et habitations de fortune, parce qu'elle se déroule à Nice. Et c'est à Nice, dans une petite cavité du Mont Boron, la grotte du Lazaret, que l'on a mis en évidence l'une des plus anciennes cabanes européennes, la cabane aqueléenne du Lazaret, suite aux fouilles du professeur Henri Delemlay dans la décennie 1960. Elle pourrait remonter à moins 100 000 ans. L'hypothèse est celle d'une cabane de 11 mètres de long sur 3,50 mètres de large. Et
Elle est divisée en 2 espaces. C'est une cabane faite de peaux de bête sur une armature de poteaux. Il s'agirait surtout d'un lieu pour dormir, puisque le fouilleur pense y avoir trouvé des vestiges de litière, en fait des accumulations d'algues qui sont couvertes ensuite de peaux d'animaux à fourrure. Alors, aujourd'hui, cette interprétation est jugée discutable sur certains points, mais cette hypothèse nous oblige quand même à penser l'existence d'une cabane fermée à l'intérieur d'un auvent rocheux. Un usage de cette cabane supposé par le matériel qui est trouvé. Aujourd'hui, nous avons donc mis l'accent aussi sur le matériel que l'on pouvait voir dans ces cabanes. Hein, et une cabane qui induit une gestion particulière de l'environnement naturel. Donc, déjà, dans les années 60, on pensait à un certain nombre des thématiques que nous allons développer aujourd'hui. Hein. Mais ce n'est pas pour parler préhistoire que je prenais la parole, mais c'est surtout pour vous annoncer, après qu'Agnès a quand même signalé la chose, c'est que nous imaginons, Agnès et moi-même, une perspective écrite de cette journée et des présentations qui seront sur le même thème, hein, et qui se dérouleront jusqu'au mois de juin. Alors donc, on vous propose de transformer vos présentations en une version écrite pour une publication en ligne des travaux de l'axe 1 du LAPCOS. Hein. Nous sommes encore en réflexion sur ce point, mais tout le monde recevra au début de l'année 2022 notre projet, notre argumentaire, les normes de présentation, un échéancier. Et nous souhaiterions que cette publication voit le jour dans le courant de l'année 2023, amorçant par là la publication des autres travaux annuels de l'axe 1. Je nous souhaite une journée d'échange fructueux. Merci.